Super Vixens, 1975. Soyons réalistes. Hollywood aime prétendre qu'il a toujours été la boussole morale du monde, mais les années 1970 ont détruit ce mythe. C'était le Far West pour les films. Si vous pouviez l'imaginer, quelqu'un le mettrait à l'écran d'un grindhouse. Mais certains films allaient tellement loin que même les censeurs prenaient la fuite. Que se passe-t-il lorsqu'un film devient si scandaleux qu'il n'est pas seulement retiré, mais carrément interdit? Arrachons le pansement et découvrons Fight for Your Life, 1977. Préparez-vous. Ce n'est pas juste un autre film d'invasion de domicile. Fight for Your Life est de l'essence pure jetée sur tous les tabous qu'il pouvait trouver. Imaginez 3 condamnés évadés, chacun plus déséquilibré que le précédent, s'introduisant dans la maison d'un pasteur noir et de sa famille. Ce n'est pas une simple prise d'otage sans conséquence. Le film vous entraîne dans un gouffre de menaces odieuses, de railleries racistes et de violences incessantes. C'est brut, c'est implacable, et ça ne fait aucun effort pour adoucir les coups. Les critiques et les censeurs ont tous deux perdu la tête. En Grande-Bretagne, le film a été refusé pour une sortie pure et simple, directement dans la pile des interdits. Même en Amérique, les cinémas ont reculé, terrifiés par les manifestations ou pire. Tarantino a un jour qualifié ce film de l'un des plus méchants qu'il ait jamais vu, et il a tout vu. La violence est graphique, mais ce qui la rend vraiment piquante, c'est à quel point elle semble ancrée dans la réalité. Les méchants sont odieux d'une manière qui ne semble jamais caricaturale, et quand la situation finit par se retourner, la vengeance ressemble presque à un soulagement. Pendant des années, Fight for Your Life était impossible à trouver en dehors de copies VHS piratées et abîmées. Aujourd'hui, c'est un artefact sombre, un film si sauvage que même le public des grindhouse devait détourner le regard. Regardez-le, et vous ne penserez plus jamais au film interdit de la même manière. Super Vixens, 1975. Russ Meyer n'a pas seulement enfreint les règles, il les a réécrites avec un marteau-piqueur et un sourire. Super Vixens n'est pas juste une aventure folle, c'est un rêve fiévreux en technicolor. Le pompiste Clint est accusé à tort de meurtre et prend la fuite, mais chaque ville qu'il traverse est remplie de femmes qui ressemblent toutes étrangement à la même actrice avec une nouvelle perruque. C'est bruyant, audacieux, et tient toutes les promesses exagérées que le cinéma grindhouse a jamais faites. C'est là que ça devient légendaire. Meyer l'a financé lui-même, misant tout sur la valeur choc, et ça a marché. Malgré une classification X qui aurait dû le condamner, le film est devenu un succès monstrueux, rapportant des millions dans le monde entier. Mais ce n'était pas que des rires, il y a une scène avec un policier et une baignoire qui a laissé même Tarantino sans voix. Les censeurs partout ont paniqué. Certains cinémas ont simplement refusé de le projeter. Aux États-Unis, la MPAA a presque arrêté sa diffusion. Mais cela n'a pas empêché le bouche à oreille. Les fans l'ont appelé un dessin animé violent devenu réalité. Les critiques l'ont qualifié de dépravé. Meyer a juste ri jusqu'à la banque. Super Vixens n'est pas juste un film, c'est un défi. Même des décennies plus tard, c'est un témoignage audacieux de jusqu'où les cinéastes pouvaient aller quand personne ne regardait et que personne ne se souciait des règles. Les Diables, 1971. Certains films flirtent avec la controverse. The Devils l'épouse, danse avec elle, puis met le feu à l'église. Réalisé par Ken Russell et mettant en vedette Oliver Reed et Vanessa Redgrave, c'est l'histoire de la corruption politique, de l'hystérie collective et des jeux de pouvoir à l'intérieur d'un couvent français du XVIIe siècle. Ça semble historique? Bien sûr, mais la façon dont c'est filmé est un pur cauchemar fiévreux. La version originale était si intense que même Warner Brothers l'a découpée en morceaux avant de la laisser voir la lumière du jour. Exorcisme, rêves fiévreux et actes de cruauté, la plupart ont fini sur le sol de la salle de montage. Au Royaume-Uni, il n'a été autorisé à sortir qu'avec des modifications majeures, et la version non coupée est encore essentiellement un mythe. Aux États-Unis, les censeurs ont coupé et taillé, mais la controverse a suivi partout où il a été diffusé. Les critiques étaient partagées. Certains y voyaient de l'art, d'autres un nouveau bas. Audiences? Ils étaient soit obsédés, soit horrifiés. Même maintenant, les cinéastes et les critiques qualifient The Devils de chef-d'œuvre de la rébellion cinématographique. C'est la preuve que les censeurs n'ont jamais vraiment eu une chance. Quand un film veut se déchaîner, il trouvera un moyen. Barbed Wire Dolls, 1976. Les années 1970 adoraient un bon film de femmes en prison. Mais personne n'est allé plus loin que Jess Franco avec Barbed Wire Dolls. Imagine une prison brutale dans la jungle, des gardes qui sont des monstres et des femmes qui n'ont rien à perdre. Franco l'a fait rapidement et à moindre coût, mais il savait exactement ce que les foules de grindhouse voulaient, de la cruauté brute et sans fin implacable.
Cette misère, les censeurs britanniques ont dit absolument pas, l'interdisant pendant des décennies, même dans les années 2000. L'Italie a fait de même, et les États-Unis l'ont à peine reconnu en dehors des cercles d'échange de cassettes de minuit. Il n'y a aucune tentative de contexte ou de leçon morale. Vous avez 90 minutes de punition, de souffrance et des gardes qui font passer les méchants d'autres films pour des amateurs. Franco lui-même ne s'est jamais excusé. Il a admis ouvertement qu'il avait fait le film pour profiter de la folie de l'exploitation en Europe. Pour les fans inconditionnels, cela devenait un insigne d'honneur de trouver une copie non censurée, preuve que l'on pouvait supporter le pire que les années 70 avaient à offrir. Pour tous les autres, c'était juste une autre raison de s'affoler sur ce que les gens étaient prêts à payer pour voir. Marque du Diable, 1970. Vous a-t-on déjà donné un sac à vomi dans un cinéma? Marque du Diable en a fait une partie du spectacle. Situé en Autriche au XVIIIe siècle, c'est de l'horreur de torture dans sa forme la plus implacable. Chasseurs de sorcières, fers à marquer, arrachage de langue et une violence qui semblait réelle d'une manière à laquelle le public n'était pas préparé. Le distributeur a tellement exagéré la violence qu'ils ont inventé un avertissement classé V pour violence. Le coup a fonctionné, les gens faisaient la queue, les médias paniquaient et le film a rapporté des millions rien qu'en Amérique. Les censeurs, bien sûr, ont perdu la tête. Le Royaume-Uni l'a interdit complètement pendant des années. L'Allemagne ne l'a autorisé qu'à partir des années 2010, et il est devenu l'emblème du mouvement des vidéos violentes. Ce qui rend Mark of the Devil légendaire, ce n'est pas seulement le gore, c'est la façon dont le film traite la cruauté comme un spectacle et vous défie de détourner le regard. Même aujourd'hui, les versions non censurées sont un trophée pour les collectionneurs. Et la prochaine fois que quelqu'un se plaint de l'horreur moderne, rappelez-lui que c'était 1970 et que les cinémas vous avertissaient déjà de venir avec un estomac bien accroché. Coonskin, 1975. Si vous pensez que l'animation est juste pour les enfants, Coonskin est là pour vous faire changer d'avis. Le classique Underground de Ralph Bakshi est une critique acerbe et délirante du racisme et des films de blaxploitation, mélangeant animation et prise de vue réelle d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant ou ne voulait vraiment aborder. C'est bruyant, rapide, et chaque scène ressemble à un coup direct à chaque vache sacrée que l'Amérique avait dans les années 70. Les conséquences? Un chaos immédiat. Des activistes ont pris d'assaut la première. Le Congrès pour l'égalité raciale a exigé un boycott, affirmant que le film allait beaucoup trop loin. Les manifestations sont devenues si intenses que Paramount a retiré le film en quelques jours. Bakshi a été contraint de revenir en arrière et de modifier certaines parties de la voix off, mais la controverse n'a jamais cessé. Pendant des années, Coonskin a disparu. Aucun cinéma ne voulait le diffuser, et il ne vivait que dans des rumeurs et des copies pirates. La partie la plus surprenante? Des années plus tard, les critiques ont commencé à voir le film comme une satire acerbe. Même Bakshi a dit que c'était son meilleur travail. Mais Coonskin n'a jamais vraiment échappé à son statut d'interdit. Regardez-le maintenant, et vous comprendrez pourquoi il a effrayé tout le monde, des dirigeants de studio aux manifestants de rue. C'était un film que personne ne voulait, mais dont tout le monde avait besoin de parler. Sugar Cookies, 1973. Avant qu'Oliver Stone ne devienne un nom connu, il s'est plongé dans la scène Grindhouse avec Sugar Cookies. Ce petit thriller tordu est en partie Hitchcock, en partie histoire de vengeance sordide, et 100% années 70. L'intrigue est un réseau de trahison. Un mannequin se retrouve mort dans un jeu bizarre et manipulateur, et son amant élabore un plan de vengeance encore plus sombre en utilisant un sosie pour piéger le tueur. C'est un film où personne n'est innocent, et plus on avance, plus cela devient étrange. Stone, désespéré de percer dans l'industrie, a rassemblé de l'argent auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Le film a été produit avec l'aide de Lloyd Kaufman, une légende dans les cercles de films de série B, et tourné avec un budget serré dans les ruelles de New York. Le résultat? Une ambiance sombre et granuleuse qui ressemble plus à un cauchemar qu'à un polar. Les censeurs et les critiques ne savaient pas quoi en faire. Il a été classé X aux États-Unis et plusieurs pays l'ont carrément interdit en raison de ses jeux d'esprit tordus et de sa violence brutale. L'ironie, il a complètement échoué à sa sortie pour être ressuscité des années plus tard lorsque Stone a connu le succès. Maintenant, Sugar Cookies est une curiosité, preuve que le chemin vers la célébrité passe parfois par des quartiers très étranges. Snuff, 1976. De temps en temps, un film arrive qui effraie les gens non pas à cause de ce qui est à l'écran, mais à cause de ce qu'ils pensent être à l'écran. Entrée Snuff, la plus grande supercherie cinématographique de la décennie. Ce qui a commencé comme une imitation bon marché et sanglante de l'histoire de la famille Manson en Argentine a été transformé en un monstre marketing par un distributeur astucieux qui a ajouté une fausse fin prétendant montrer un vrai meurtre. Le monde est devenu hystérique. La police a fait une descente dans les cinémas.
Le FBI s'est impliqué. Des manifestants se sont alignés autour du pâté de maison, convaincus qu'ils assistaient à un véritable crime. Au Royaume-Uni, Snuff s'est retrouvé en plein milieu de la panique des vidéos violentes et a été carrément interdit comme obscène. Bien sûr, le meurtre réel était mis en scène. Les acteurs sont ensuite apparus à la télévision pour prouver qu'ils étaient vivants. Mais le mal, ou, soyons honnêtes, la publicité était faite. Snuff est devenu une légende, a récupéré son minuscule budget 100 fois et a montré que parfois, la chose la plus effrayante à propos d'un film est l'histoire que les gens racontent à son sujet après le générique. Bloodsucking Freaks, 1976. Si votre idée d'un spectacle est des tours de magie et de la comédie, Bloodsucking Freaks ruinera votre soirée et possiblement votre appétit. L'intrigue? Un magicien et son assistante kidnappent des femmes et les torturent, en direct dans un théâtre miteux off-Broadway, offrant du cannibalisme, de la violence et de la folie à un public de monstres. Tout le film est un énorme défi, et c'est un défi que beaucoup de gens n'ont pas pu supporter. Lorsqu'il est sorti pour la première fois dans les cinémas Grindhouse, les critiques l'ont démoli. La MPAA lui a immédiatement attribué une classification X, et les censeurs dans des pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie l'ont tout simplement interdit. Les États-Unis n'ont pas facilité les choses non plus. La plupart des grandes chaînes ont refusé de le programmer, et même le circuit underground a mis du temps à s'y intéresser. Mais comme un véritable film culte, Bloodsucking Freaks a refusé de mourir. Les projections de minuit ont attiré les fans, et dans les années 2000, il a trouvé une nouvelle vie en vidéo à domicile, avec des réalisateurs comme Eli Roth défendant son côté satirique. Le réalisateur Joel Reed a toujours affirmé qu'il y avait un message sur la cupidité et la corruption enfoui dessous. Mais soyons honnêtes, la plupart des gens regardaient juste pour voir jusqu'où cela irait. La réponse, plus loin que presque tout autre de son époque. Elsa, la louve des SS, 1975. Certains films sont controversés. Ilsa, She-Wolf of the SS, est le genre de film qui a fait licencier des gens, les a fait poursuivre en justice et menacer de prison. Situé dans un faux camp de prisonniers nazis et filmé sur les anciens plateaux de Hogan's Heroes, ce film choc infâme met en vedette Diane Thorne dans le rôle d'une commandante de camp brutale, obsédée par la preuve de ses théories tordues. Ce qui suit est un défilé implacable de cruauté, d'expériences bizarres et d'excès purs de Grindhouse. La production était rapide et bon marché, soutenue par des fonds de défiscalisation canadiens, et personne ne s'attendait à ce qu'elle devienne une sensation. Mais la controverse a été immédiate. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et d'innombrables autres pays l'ont interdit sans hésiter. Même aux États-Unis, les acteurs et l'équipe ont essayé de retirer leur nom du générique. Voici le retournement de situation. Toute cette indignation en a fait un succès. Le film a rapporté des millions, engendré des suites et a essentiellement inventé un nouveau sous-genre d'exploitation. Aujourd'hui, Ilsa est une relique notoire, un rappel que lorsque les cinéastes cherchent à offenser tout le monde, parfois ils obtiennent exactement ce qu'ils voulaient, et parfois c'est exactement ce que le public recherche. Face of Death, 1978. S'il y a jamais eu un film conçu pour briser toutes les règles, Face of Death l'a fait avec un marteau pilon. Ce soi-disant documentaire promettait de montrer la réalité, la mort elle-même capturée à la caméra. Ce que le public a réellement obtenu était un mélange sauvage d'accidents simulés, de véritables séquences d'actualité et d'horreurs mises en scène si convaincantes que les gens débattent encore de quelles scènes sont réelles et lesquelles sont fausses. Sans surprise, c'est devenu le fruit défendu des rêves de chaque collectionneur de cassettes VHS. Au Royaume-Uni, posséder une copie suffisait pour avoir des ennuis avec la loi. Le film a été inscrit sur la liste infâme des vidéos nasty et a été interdit purement et simplement. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et une longue liste d'autres pays ont suivi le mouvement, terrifiés à l'idée que les enfants puissent mettre la main dessus. Bien sûr, toutes ces interdictions ont rendu Faces of Death encore plus irrésistible. Les projections de minuit affichaient complet, des copies pirates circulaient dans les cours d'école, et le film a rapporté plus de 30 millions de dollars dans le monde entier. Plus tard, le réalisateur a admis que la plupart des scènes sanglantes étaient mises en scène, mais cela n'avait pas d'importance. La légende avait déjà pris vie d'elle-même. C'est le film qui a prouvé que si vous dites aux gens de ne pas regarder quelque chose, c'est exactement ce qu'ils feront. SS Experiment Camp, 1976. La scène cinématographique italienne des années 1970 était déchaînée, mais SS Experiment Camp a quand même réussi à atteindre un tout nouveau niveau de notoriété. Situé dans un camp de prisonniers nazis, ce film à petit budget mise sur des expériences médicales, des abus de pouvoir et suffisamment de torture pour être interdit presque partout où il a essayé d'être diffusé. Le jeu d'acteur est rigide, les décors sont faux.
Mais la controverse, c'était 100% réel. Au Royaume-Uni, c'était pratiquement un symbole de tout ce qui n'allait pas avec l'obsession de l'époque pour les films d'horreur. Pas de sortie majeure pendant des décennies. La Nouvelle-Zélande et l'Australie l'ont interdit. Et même des pays comme la Norvège et le Canada n'en voulaient pas. Étrangement, bien qu'aujourd'hui le film puisse sembler doux comparé à l'horreur moderne, dans les années 70, il était considéré comme l'un des titres les plus scandaleux jamais projetés à l'écran. La plupart du film est maladroit, mais c'est la célèbre séquence du réservoir d'ébullition-congélation qui a vraiment fait perdre la tête aux censeurs. Même aujourd'hui, SS Experiment Camp est plus célèbre pour le scandale qu'il a provoqué que pour le film lui-même. C'est le genre de film dont tout le monde parle, mais que presque personne n'a réellement vu, du moins pas légalement. The Arena, 1974. Bien avant que les héroïnes d'action à gros budget ne deviennent la norme à Hollywood, The Arena nous a offert Pam Grier et Margaret Markov en gladiatrices luttant pour leur vie dans la Rome antique. Imaginez les 12 salopards mélangés avec chaque épopée de cap et d'épée, puis tournés avec un budget dérisoire par Roger Corman. Des décors bon marché, des costumes empruntés et un calendrier de production si rapide qu'on croirait que l'équipe fuyait la loi. L'intrigue est simple. Des femmes réduites en esclavage, forcées de se battre entre elles et finissant par s'unir pour tenter de retrouver la liberté. Mais c'est le brut, non poli. Énergie qui rend The Arena inoubliable. Grier a fait ses propres cascades, s'est contusionné et meurtri, et a livré une performance qui reste marquante des décennies plus tard. Certains pays ont jeté un coup d'œil et ont dit « non, merci ». La Suède et plusieurs autres l'ont interdit en raison de la brutalité de ses scènes de combat féminins, une décision qui n'a fait qu'alimenter son statut culte. Aux États-Unis, il a trouvé une seconde vie dans les cinéparcs et les marathons de films de minuit, gagnant bien plus de respect que prévu. C'est la preuve que parfois même les films de série B peuvent dépasser largement les attentes et que parfois la censure est le meilleur outil de marketing qu'un film puisse avoir. Thriller, A Cruel Picture, 1973. La Suède n'est généralement pas le premier pays qui vient à l'esprit quand on pense à l'horreur Grindhouse, mais Thriller, A Cruel Picture a changé cela pour toujours. L'intrigue, une jeune femme muette est agressée, kidnappée, droguée et forcée dans la rue, mais elle se défend, apprend les arts martiaux et le maniement des armes à feu et devient la machine de vengeance la plus froide que les années 70 aient jamais vue. Le réalisateur Bo Arnvi Benius a tourné le film avec un seul objectif, faire un succès rapide et brutal après l'échec de son dernier film. Il a fait signer aux acteurs un accord de confidentialité, a gardé son propre nom hors des crédits et a même ajouté des scènes qui allaient tellement loin que presque tous les pays du monde occidental ont dit non. Le film a été interdit en Australie, en Allemagne et aux États-Unis pour sa violence et sa brutalité choquante. La version non coupée est si intense que même Quentin Tarantino a dit que c'était le film de vengeance le plus dur qu'il ait jamais vu, et il a réalisé Kill Bill. Pour les rares qui ont réussi à se procurer une copie pirate, Thriller est devenu un insigne d'honneur. Pour tout le monde, c'était juste une autre rumeur sur un film si intense que même le public des Grindhouse devait détourner le regard. La dernière maison sur la gauche, 1972. Wes Craven n'a pas fait ses débuts dans le cinéma en douceur. Il a fait une entrée fracassante avec La dernière maison sur la gauche. L'histoire semble simple. 2 filles kidnappées et brutalisées par un gang de condamnés évadés. Mais ce qui a suivi à l'écran était si implacable que le public s'évanouissait, vomissait et parfois courait vers les sorties. Cela ne s'est pas arrêté là. Lorsque les parents des victimes l'ont découvert, le film a pris un tournant brutal vers la vengeance. Un tournant qui divise encore les critiques et les fans d'horreur. Les censeurs ne l'acceptaient pas. En Grande-Bretagne, il a été carrément refusé un certificat, signifiant une interdiction légale. Le film s'est retrouvé mêlé à la panique des vidéos nasty et des cassettes non coupées ont été saisies par la police. Même les États-Unis ne savaient pas quoi faire. De nombreux cinémas ont coupé des scènes entières, juste pour être prudents. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que certains pays ont autorisé une sortie complète non censurée. Craven a dit plus tard qu'il essayait juste de faire ressentir quelque chose de réel aux gens. Mission accomplie. Last House n'a pas seulement enfreint les règles, il a bouleversé le public et il a clairement montré que parfois, la chose la plus effrayante à l'écran n'est pas un monstre, mais ce dont les humains sont capables quand ils se lâchent. Massacre à la tronçonneuse, 1974. Certains films semblent dangereux dès la première image, et Massacre à la tronçonneuse est le roi de tous. 5 amis dans une vieille camionnette rouillée, une ferme délabrée au Texas et un géant armé d'une tronçonneuse nommé Leatherface. C'était l'horreur C.
réduit à son squelette blanc os. Ce qui le rend légendaire, ce n'est pas seulement le gore, il y en a très peu, mais le sentiment d'effroi. Tout semble décalé, la lumière du soleil est crue, les cris semblent réels, et chaque scène donne l'impression que vous regardez quelque chose que vous ne devriez pas. Pink Flamingos, 1972. Les censeurs étaient terrifiés. La MPAA a refusé de lui attribuer une classification standard, donc les cinémas ont dû prendre leurs propres décisions. En Grande-Bretagne, le film n'a pas seulement été interdit, il a déclenché une panique si intense que même le mot tronçonneuse était considéré comme excessif. Certaines provinces au Canada l'ont retiré, et l'Australie a mis des années à lever ses propres interdictions. Malgré toute l'indignation, Texas Chainsaw a rapporté plus de 30 millions de dollars avec un budget dérisoire et est devenu le modèle pour tous les slashers qui ont suivi. C'est un rappel que parfois, ce que vous ne voyez pas est encore plus effrayant que ce que vous voyez, et rien ne propage plus rapidement la légende d'un film que de dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de le regarder. Dans L'Empire des Sens, 1976, lorsque le réalisateur Nagisa Oshima a entrepris de raconter l'histoire vraie d'une liaison à Tokyo, dans les années 1930 qui s'est terminée par un meurtre, il n'a pas seulement repoussé les limites, il les a carrément franchies. Dans Le Royaume des Sens, est célèbre pour son réalisme audacieux, montrant des scènes si crues qu'aucun laboratoire de cinéma japonais n'a accepté de traiter les images. Oshima a dû envoyer les négatifs en France, juste pour terminer le film. Les répercussions ont été immédiates. Le gouvernement japonais l'a interdit purement et simplement, et les douanes ont saisi les copies tentant d'entrer aux États-Unis. Les critiques débattaient pour savoir s'il s'agissait d'art ou d'exploitation, mais le public était curieux et parfois furieux. La plupart des pays ont imposé des coupes massives, avant même de considérer sa diffusion. La France, toujours provocatrice, lui a offert une sortie en salle d'art et essai, et a transformé la controverse en séance à guichet fermé. Même aujourd'hui, L'Empire des Sens est un défi cinématographique qui a déclenché plus de débats parmi les censeurs et les critiques que presque tout autre film de son époque. Son héritage ? Lorsqu'un film mise tout sur l'authenticité, il peut bouleverser le monde ou du moins faire transpirer les censeurs. Caligula, 1979. Caligula a commencé comme une épopée romaine sérieuse, avec un gros budget. Au moment de sa sortie en salle, c'était un véritable chaos. Le casting est légendaire. Malcolm McDowell, Helen Mirren, Peter O'Toole. Mais, en coulisses, le chaos régnait. Le producteur Bob Guccione tournait des scènes la nuit, ajoutait des séquences que personne n'avait approuvées, et montait le film selon ses goûts extravagants. Le résultat ? Un rêve fiévreux de la Rome antique, rempli de violence et de comportements scandaleux. McDowell et Mirren l'ont tous deux renié. Les critiques l'ont qualifié de désastre, mais le public faisait la queue juste pour voir de quoi il retournait. Les censeurs du monde entier ont paniqué. Le Canada et l'Australie l'ont interdit, et aux États-Unis et au Royaume-Uni, seules des versions censurées ont été diffusées dans la plupart des cinémas. Malgré, ou peut-être à cause des interdictions, Caligula a rapporté plus de 20 millions de dollars. Il est devenu une légende pour toutes les mauvaises raisons. Le genre de film dont tout le monde a entendu parler, mais que seuls les audacieux ou les imprudents ont cherché en version intégrale. S'il y a un film qui prouve que les années 70 n'avaient aucune retenue, c'est bien celui-là. Pink Flamingo, 1972. Si John Waters avait une mission, c'était de faire un film qui choquerait tout le monde. Et Pink Flamingo tient toujours cette promesse 50 ans plus tard. L'intrigue importe à peine. C'est un concours pour le titre de la personne la plus immonde vivante, et chaque scène est conçue pour surpasser la précédente avec des cascades réelles à couper le souffle et des pitreries vulgaires. Véritable cruauté envers les animaux, chaos public et la fin la plus infâme des années 70, ce n'était pas le genre de film que vos parents voulaient que vous approchiez. Il a été interdit dans le monde entier. Le Royaume-Uni, l'Australie, la Norvège et le Canada ont tous dit non. Même aux États-Unis, de nombreux cinémas ont refusé de le projeter, mais des projections clandestines en ont fait une légende. Waters, bien sûr, portait la controverse comme un insigne. Des décennies plus tard, Pink Flamingo s'est inscrit au registre national des films et a même une édition Criterion. Il s'avère qu'être le film le plus scandaleux du quartier signifie parfois que vous avez le dernier mot. Hollywood Boulevard, 1976. Comment fait-on un film sur les séries B, en le tournant aussi vite et de manière aussi brute que les films dont vous vous moquez? Roger Corman a défié les réalisateurs Joe Dante et Alan Arkush de réaliser Hollywood Boulevard avec le moins d'argent possible. Alors ils ont bricolé un scénario en utilisant des courses-poursuites, des explosions et des scènes de monstres.
D'autres films de Corman. Le résultat? Une aventure folle sur une actrice en herbe travaillant pour un studio de bas de gamme entouré de toutes les catastrophes à petit budget imaginables. C'est méta avant que méta ne soit cool. Un film qui sait qu'il est de la camelote et qui porte ce badge avec fierté. Dans certains territoires, cependant, les censeurs n'ont pas vu la blague. Parce qu'une grande partie des images d'archives provenaient de films déjà interdits, Hollywood Boulevard s'est retrouvé coupé ou raccourci dans les endroits qui reconnaissaient le matériel source. Mais pour les cinéphiles, c'est de l'or pur, une lettre d'amour à l'ère Grindhouse par ceux qui l'ont vécu. Quentin Tarantino a dit que c'est l'un des films qui a changé sa façon de penser à la réalisation de films. Parfois, être bon marché, rapide et un peu imprudent est la meilleure façon de faire l'histoire. The Driller Killer, 1979. Avant qu'Abel Ferrara ne devienne une icône culte, il a réalisé The Driller Killer, un film qui semble sortir des égouts de New York pour commencer à percer des trous dans la société bien pensante. C'est de la pure dégradation urbaine. Un artiste affamé perd pied, s'empare d'un outil électrique et déverse sa frustration sur des victimes au hasard. Ferrara a joué le rôle principal sous un faux nom et a tourné en 16 mm dans les vraies rues de New York, esquivant les permis et parfois même la police. Il a à peine fait sensation aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne, The Driller Killer est devenu l'emblème de la panique des vidéos nasty. La couverture du VHS, une perceuse enfoncée dans le front d'un type, était tellement exagérée que le film a été interdit en vertu de l'Obscene Publications Act. Pendant des années, la seule façon de le voir était de trouver une cassette pirate ou de se contenter d'une version tronquée qui omettait la plupart des scènes sanglantes. Ferrara a toujours affirmé qu'il ne faisait pas un film d'horreur, mais une histoire de culpabilité et de folie. Peut-être, mais les censeurs n'ont pas vu la nuance, juste le sang et les outils électriques. Aujourd'hui, The Driller Killer est considéré comme du cinéma punk rock, sale, dangereux et exactement ce que vos parents espéraient que vous ne trouveriez jamais. Dawn of the Dead, 1978. Si vous pensez que tous les films de zombies se ressemblent, vous n'avez pas vu Dawn of the Dead. George Romero a tout intensifié. Le gore, le commentaire social et le nombre impressionnant de zombies déambulant dans un centre commercial de Pittsburgh. Ce n'était pas juste un film d'horreur, c'était une satire sombre et sanglante sur le consumérisme américain, avec des têtes qui explosent, des entrailles, et un centre commercial plein de gens agissant comme, eh bien, des zombies. Les censeurs du monde entier n'étaient pas amusés. L'Allemagne ne l'a pas autorisé sans coupure avant des décennies plus tard, et plusieurs autres pays l'ont soit réduit en morceaux, soit carrément interdit. Même aux États-Unis, Romero a dû le sortir sans classification, car la MPAA ne lui a pas attribué un R standard. Rien de tout cela ne l'a ralenti. Dawn of the Dead a rapporté plus de 50 millions dans le monde entier, et est devenu un classique pour les fans d'horreur et les spectateurs de films de minuit. La puissance du film, ce n'est pas seulement le gore, bien que, waouh, il y en ait beaucoup, mais la façon dont Romero a transformé un film de genre en une critique féroce de la société. Quand on est interdit pour être trop réaliste et trop intelligent, on sait qu'on fait quelque chose de bien. Caged Heat, 1974. Oubliez tout ce que vous savez sur les films de femmes en prison. Caged Heat est le modèle original, et il ne retient aucun coup. Réalisé par un jeune Jonathan Demme, l'histoire parle de femmes piégées dans une institution infernale, subissant les abus d'une gardienne sadique et de son équipe. Mais ce n'est pas juste de la misère pour la misère. Demme injecte suffisamment d'attitude, de rébellion et de courage pour vous faire soutenir chaque tentative d'évasion. Il a été tourné dans des hôpitaux abandonnés autour de Los Angeles, utilisant parfois de vrais détenus, et employés comme figurants, juste pour économiser quelques sous. Roger Corman, le roi des films de série B, l'a produit rapidement et à moindre coût, sachant que la controverse était bonne pour les affaires. Les censeurs ont paniqué. Les scènes explicites, les combats violents et les bagarres de femmes ont conduit à son interdiction ou à sa censure dans plusieurs pays. Le Royaume-Uni, en particulier, l'a gardé hors des écrans pendant des années. Mais la réaction a seulement renforcé la légende, et Caged Heat a inspiré des dizaines d'imitations. Même Francis Ford Coppola l'a qualifié de « l'un des meilleurs films d'exploitation jamais réalisés ». Parfois, être le premier signifie aussi être le premier à être interdit. Mais on se souvient aussi de vous. Black Emanuel, 1975. Des lieux exotiques, un photographe mystérieux et une série d'aventures sauvages. Black Emanuel a pris d'assaut le monde du grindhouse européen. Laura Gemser joue le rôle d'Emmanuel, une journaliste globe-trotteuse qui se lance à corps perdu dans chaque scène sauvage qu'elle peut trouver, et le film
Le film offre chaque moment scandaleux que le titre promet. Le mélange d'aventures autour du monde et de comportements débridés a été conçu pour choquer et séduire à parts égales. Les censeurs n'étaient pas amusés. Dans certaines parties de l'Asie, du Moyen-Orient et même de certains pays européens, le film a été retiré des rayons ou carrément interdit. Les autorités ont déclaré qu'il était moralement corrupteur. Cela ne l'a pas ralenti. Black Emanuel est devenu un succès retentissant sur le circuit underground, engendrant une douzaine de suites et d'imitations. Même lorsqu'il ne pouvait pas obtenir de sortie officielle, les cassettes changèrent de main en secret. Pourquoi cela a-t-il fonctionné? Simple. Le public voulait ce que les censeurs détestaient. Pour les fans, Black Emanuel était plus qu'un film. C'était un passeport pour un monde sauvage et interdit. Pour tous les autres, c'était juste une raison de plus de paniquer sur ce qui se passait dans les cinémas voisins. Je crache sur ta tombe, 1978. Certains films veulent vous troubler. Et puis il y a Je crache sur ta tombe, un film si brutalement implacable que même ses défenseurs admettent qu'il va beaucoup trop loin. Camille Keaton joue le rôle d'une jeune écrivaine seule à la campagne qui est attaquée et laissée pour morte par un groupe d'hommes du coin. Mais elle ne reste pas une victime. Ce qui suit est une campagne de vengeance froide et calculée qui renverse tous les clichés du cinéma d'exploitation. Les censeurs du monde entier étaient horrifiés. L'Australie, la Norvège et l'Irlande l'ont complètement interdit. Le Royaume-Uni a mené une guerre contre les versions non censurées, saisissant des cassettes et poursuivant les vendeurs. Les critiques ont démoli le film. Roger Ebert lui a attribué 0 étoile et l'a qualifié de sac immonde d'ordures. Pourtant, il a rapporté des millions au box-office et est devenu une légende pour avoir osé aller plus loin que tout ce qui l'avait précédé. Malgré toute l'indignation, I Spit on Your Grave perdure. Ce n'est pas juste une relique de son époque. C'est le test ultime pour quiconque pense pouvoir supporter des films interdits. Regardez à vos risques et périls, et souvenez-vous, parfois les films les plus notoires sont ceux qui ne prennent jamais de risques. The Gestapo's Last Orgy, 1977. Si vous voulez savoir jusqu'où la folie de l'exploitation pouvait aller, ne cherchez pas plus loin que The Gestapo's Last Orgy. Fabriqué en Italie, au sommet du cinéma choc nazi, celui-ci visait à offenser tout le monde et a réussi. L'histoire est simple. Des prisonniers dans un faux camp nazi subissent toutes sortes de tourments brutaux de la part d'officiers dépravés. Mais ce qui a fait paniquer les censeurs, ce n'était pas seulement la violence, c'était l'absence totale de retenue. Interdit au Royaume-Uni pour obscénité et bloqué en Australie et dans plusieurs pays européens, ce film est rapidement devenu une légende underground. Même dans les pays avec des règles plus souples, il était souvent retiré des étagères ou diffusé lors de projections nocturnes douteuses. Les critiques ne se contentaient pas de le détester, ils demandaient sa destruction. Bien sûr, cela n'a fait qu'inciter davantage les spectateurs curieux à le rechercher. Aujourd'hui, The Gestapo's Last Orgy est principalement discuté dans des documentaires d'horreur et des listes comme celle-ci, mais pendant des décennies, c'était un défi murmuré parmi les fans d'horreur. C'est un rappel que parfois, la seule chose plus effrayante que ce qui est à l'écran est la panique qui se passe en coulisses. Cannibal Holocaust, 1979. C'est presque de la triche de qualifier Cannibal Holocaust de film des années 70, puisque ses interdictions et controverses ont explosé au début des années 80. Mais ses premières projections en 1979 ont déclenché une tempête. Le réalisateur Ruggero Deodato voulait faire le film de jungle le plus réaliste et choquant jamais réalisé. Il a réussi un peu trop bien. Le style de found footage du film, la violence réelle envers les animaux et le regard sans concession sur la soi-disant société civilisée ont déclenché une tempête internationale. Il a été interdit dans plus de 50 pays. En Italie, Deodato a même été arrêté parce que les autorités pensaient que les acteurs avaient réellement été tués à l'écran. Ce n'était pas le cas, mais le style brut du film a trompé tout le monde. L'indignation ne s'est pas arrêtée aux tribunaux. Des manifestants faisaient la queue autour du pâté de maison, et les critiques l'ont qualifié de film le plus dégoûtant jamais réalisé. Malgré tout cela, ou peut-être à cause de cela, Cannibal Holocaust est devenu une légende. Pour certains, c'est le film d'horreur de survie le plus extrême jamais tourné. Pour d'autres, c'est une étude de cas sur jusqu'où les films iront juste pour choquer. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est impossible de l'ignorer. Et il a changé la censure à jamais. Emmanuel in America, 1987. Juste au moment où il semblait que la série Emmanuel ne pouvait pas aller plus loin, Emmanuel in America est arrivé et a repoussé toutes les limites restantes. Avec Laura Gemser en vedette, ce récit de voyage à travers le monde commence comme une enquête dans la haute société et se transforme en un journal de voyage surréaliste et extravagant, chargé de spectacles exagérés et de scènes brisant les tabous. Les autorités du monde entier ont jeté un coup d'œil.
et a dit « Absolument pas ». Le Royaume-Uni, l'Italie et plusieurs autres pays l'ont retiré des rayons ou ont coupé de grandes parties de la sortie. Même selon les normes européennes, la volonté du film de montrer l'immontrable en a fait une cible immédiate pour les censeurs. Pourtant, il est devenu un favori culte parmi les collectionneurs et une légende parmi ceux qui voulaient voir jusqu'où un film pouvait aller avant que la loi ne dise « assez ». Si les années 70 ont appris quelque chose aux cinéastes, c'est que le choc peut se vendre, mais pas sans un prix. Emmanuel in America est la preuve que lorsque vous combinez ambition, excès et un mépris total pour les tabous, vous obtenez un film dont tout le monde parle, même si presque personne ne le voit en version intégrale. Et voilà, les années 70, une époque où les films ne se contentaient pas de franchir la ligne, ils l'enflammaient et défiaient quiconque de les suivre. Des légendes de minuit aux films interdits dont on ne pouvait entendre parler qu'à voix basse, ces classiques bannis ont redéfini ce que cela signifiait de choquer, de provoquer et de défier les règles. Lequel regarderiez-vous ou n'oseriez-vous jamais essayer? Partagez vos choix dans les commentaires, abonnez-vous pour plus d'histoires folles et continuons cette conversation.